Petit message de service avant de commencer l'épisode. Tout le mois d'août, profitez du meilleur du podcast Les gens du coin grâce à nos rediffusions. Nous, on se retrouve à la rentrée pour de nouvelles aventures. Bonnes vacances et bon épisode. Je crois que le corps a été découvert hier ou avant-hier. Alors, on va à l'Institut médico-légal, qui est l'endroit où on réalise les actes de thanatologie, donc les examens de corps et les autopsies. Et donc là, on va réaliser une autopsie d'une personne qui a été découverte décédée dans un bois, je crois. Voilà, et au sujet de laquelle donc la justice s'interroge sur les causes et les circonstances de son décès. Renaud Bouvet est chef de service en médecine légale au CHU de Pontchaillou à Rennes. Nous avons tous en tête les séries américaines comme Dexter, Urgence, NCIS ou Les Experts à Miami, dans lesquelles l'activité du médecin légiste est réduite à l'autopsie d'un cadavre dans une morgue. En France, c'est l'inverse. Plus de 90% de son activité est consacrée aux vivants. Il y a l'examen des victimes pour déterminer une incapacité de travail, la constatation de lésions ou de traumatismes, l'examen des personnes en garde à vue ou encore l'estimation de l'âge biologique. Pour les 10% restants, il s'agit effectivement de l'examen de corps ou alors de l'autopsie. Dans ce nouvel épisode du podcast Les gens du coin, je vous propose une immersion dans ce service de médecine légale. Et pour commencer, je vous laisse entre les mains expertes de Renaud Bouvet. Bon épisode. Le soin présentait pas pour moi un intérêt majeur dans l'exercice de la médecine. Alors il y a plusieurs disciplines qui ne sont pas des disciplines soignantes en médecine. Je pense que j'avais aussi un attrait pour la matière juridique. Et je trouvais que la médecine légale, c'était une manière originale en fait d'exercer la profession, d'utiliser les connaissances médicales dans un autre contexte. Qui était celui d'éclairer la justice sur des points techniques de médecine. Déterminer la cause d'un décès, ça peut être affirmer la nature d'une blessure, se prononcer sur son origine, mais ça peut être aussi apprécier les séquelles d'un accident, ça peut être aussi donner un avis sur la conformité d'une prise en charge médicale aux données acquises de la science, quand la responsabilité d'un médecin, par exemple, va être recherchée. Est-ce que tu peux te présenter et dire ce qu'on va faire ? Donc moi c'est Marion Fritz, je suis interne de médecine légale et nous allons voir un monsieur en consultation, donc un monsieur qui a eu un accident de la voie publique alors qu'il circulait à vélo. Donc du coup vous n'avez pas encore été auditionné par la police ? Non. Non. Ils vous attendent dans la journée ? Juste après. Juste après. C'est pour le dépôt de plainte, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ouais, il faut que j'y aille après. D'accord. Donc, je me suis permis d'aller consulter votre dossier médical des urgences pour savoir un petit peu ce qui vous était arrivé quand même. Oui, vous avez les documents avec vous ? Ouais. D'accord. Donc, en gros, c'était un choc frontal, c'est ça ? C'est Au ça. moment où vous redémarriez un CD passage ? Non, en fait, je quittais un stop, j'avais déjà eu le temps de me lancer. D'accord. Et puis, en fait, au moment où la police a voulu intercepter le véhicule. D'accord. Donc, il était déjà poursuivi par... En fait, non, je sais pas trop, je sais pas si, je sais pas s'il avait déjà un peu d'élan ou D'accord. pas. Toujours est-il que au moment où moi j'arrivais, il a foncé sur moi. D'accord. Moi, j'ai rien pu faire. Ok, ça marche. En voulant éviter la police, il a changé il a pas pris la trajectoire qu'il aurait dû prendre normalement. Ok. Et donc il y avait la fracture du nez, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Et puis l'hématome. Donc voilà, hématome facial. Et il y avait une plaie au niveau du tibia, c'est ça ? Le tibia, ouais. Okay. Puis j'ai mal les douleurs aux jambes et au dos, quoi. Mais bon, c'est. D'accord. Merci Je vous beaucoup. souhaite une bonne fin de journée, bon courage pour la suite. Merci. Au revoir. Au revoir. Donc là, ça y est, c'est bon. Ouais. Ça s'est bien passé. Oui, ça s'est bien passé. Bon, j'ai encore un peu de travail, parce qu'il faut que je rédige le compte rendu à envoyer au commissariat.
pourquoi ce n'est pas du tout comme dans les films ou dans les séries ? Alors, c'est partiellement comme dans les films et dans les séries, mais partiellement seulement. Alors, à plusieurs égards, il y a déjà la figure du médecin légiste, qui est souvent dans les œuvres de fiction présentée de manière assez caricaturale, soit comme un vieux monsieur un peu original, volontiers porté sur la bouteille, qui passe son temps dans sa morgue, soit au contraire une jeune femme magnifique, il en existe bien sûr dans nos services, mais habillée en haute couture, qui déboule dans sa salle d'autopsie avec son sac Prada et ses talons aiguilles. Bon, ça, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais donc c'est une version un peu caricaturale de la personne du médecin légiste. Le médecin légiste, c'est d'abord et avant tout un médecin, donc un médecin qui a fait des études de médecine et qui travaille alors pour la médecine légale pénale dans un hôpital public la plupart du temps, ou qui peut travailler en libéral lorsqu'il va travailler, par exemple, pour les compagnies d'assurance. Et puis le deuxième côté caricatural, c'est le médecin légiste comme enquêteur. Alors le médecin légiste en France, c'est pas un enquêteur, c'est un professionnel de santé, contrairement à ce qui est souvent représenté dans les œuvres de fiction, où on s'inspire beaucoup de ce qui se passe aux États-Unis, où là, le médecin légiste, il peut dépendre d'une institution qui relève davantage d'un service d'enquête. Et puis la troisième idée reçue, c'est la place du cadavre dans notre activité. Donc oui, le cadavre fait partie de notre mission, les examens de corps qu'on va réaliser à l'Institut médico-légal, les levées de corps qu'on va réaliser, c'est-à-dire qu'on va se déplacer sur les lieux de découverte d'un cadavre quand c'est utile pour faire un examen in situ, et puis les autopsies. Donc ça, c'est le travail du médecin légiste français, c'est vrai, c'est moins de 10% de son travail. L'immense majorité de son travail, ce sont des actes médico-légaux sur des personnes vivantes, et singulièrement sur des victimes d'accidents ou des victimes d'agressions, des victimes de violences, quelles qu'elles soient, de nature physique, de nature psychique, de nature sexuelle. Donc là, est-ce que toi tu peux te présenter et dire ce que l'on va faire ? Donc je m'appelle Cécile, je suis interne en médecine légale et c'est mon dernier jour d'internat aujourd'hui. Et on s'apprête donc à aller faire un examen de corps d'une jeune femme qui s'est suicidée. Elle a été retrouvée pendue. Et donc le but d'un examen de corps, c'est de, comme le nom l'indique, vraiment examiner le corps à la recherche des éléments d'identification et des éléments traumatiques, des blessures, des traces qu'il peut y avoir sur la peau, afin de déterminer si les circonstances et les éléments que nous ont transmis les enquêteurs sont compatibles avec un geste suicidaire, ou est-ce qu'il y a des éléments suspects pouvant en faire évoquer l'intervention violente d'un tiers. Donc là, il est 9h45 du matin. Quand d'autres sont des bureaux, toi, on va examiner là un corps... Oui, c'est ça. Mort, un cadavre. C'est ça. Mais c'est vrai que progressivement au cours de l'internat, on finit par s'habituer à ce genre de choses. Il y a des horaires où c'est plus compliqué que d'autres. Il y a des cadavres où c'est plus compliqué que d'autres. Là, c'est quelqu'un qui a été découvert rapidement. A priori, ça devrait être relativement propre et facile. Ok, bon je te suis. Bienvenue à l'IML, dans les locaux un peu vétustes de la fac. C'est le début d'un film d'horreur. Ah non, ça s'allume. Ça s'allume quand même. C'est blanc et gris, c'est des néons, pas beaucoup de lumière naturelle. Et c'est aussi pour pouvoir préserver la confidentialité de nos examens et de nos actes. Il fait assez froid. Et il fait assez froid parce que c'est réfrigéré, on a des températures à respecter pour limiter la dégradation des corps lors de nos examens. Et vous êtes ? Je suis agent d'amphithéâtre. Je peux introduire Régis après si tu veux. Moi, mon rôle consiste à aider les médecins sur les autopsies principalement,
Sur les examens de corps également, mon rôle consiste également à préparer la salle d'autopsie, faire le réassort de matériel, faire le ménage de la salle d'autopsie. Et voilà. Le ménage, ça vous fait sourire parce que quoi ? Parce que quelquefois, il y a quand même pas mal de sang, de choses comme ça, quoi. Donc voilà. Parce que la salle d'autopsie s'appelle encore amphithéâtre d'autopsie. On peut remarquer que particulièrement ici, notre salle ressemble encore puisqu'on a les barrières, enfin les rambardes de chaque côté, les balcons un petit peu de chaque côté qui permettent d'avoir une bonne vue sur la table d'autopsie sans être trop à proximité et du coup ne pas déranger les opérateurs. Oui, la salle d'autopsie qui est au centre et j'imagine que c'était pour observer pour les étudiants. Ça se fait encore, ça ? Exactement. Ça se fait moins qu'avant. Dans l'histoire de la médecine, de la chirurgie et de la médecine légale, vraiment, on imagine un amphi comme dans toutes les facs et puis une table en bas et tous les étudiants qui observent. Maintenant, c'est plus pour les étudiants qui le demandent, les étudiants de certains cursus aussi. Donc là, c'est ce qu'on imagine une grande housse blanche. C'est ça. Zippée. Une housse mortuaire blanche, non scellée. On le précise parce que parfois c'est scellé et dans ces cas-là, il faut qu'on laisse le sceller avec la housse. Donc, la housse contient un drap de secouriste. Et ensuite, nous allons décrire les vêtements et les caractéristiques physiques du corps. Et maintenant, je vais passer à la description des lésions. Je vais l'enregistrer moi-même comme je prends pas les Je me fais violence, mais je pensais pas que ça allait être aussi dur en fait. C'est vrai que déjà en médecine on est habitué au corps nu, au corps malade, etc. Et du coup c'est vrai que les premiers cadavres sont aussi difficiles quand on est étudiant, qu'on a des décès dans nos services, etc. Mais c'est vrai que ça vient progressivement. Donc là, qu'est-ce que tu vas faire ? Donc je vais décrire une par une chacune des lésions traumatiques, qu'elles soient récentes ou anciennes, partie par partie du corps, de la manière la plus exhaustive possible. Le but étant donc de suspecter, d'évaluer si on évoque l'intervention d'un tiers ou si c'est des blessures qui peuvent être compatibles avec des gestes de la vie quotidienne, quoi. Très bien. Alors, on retrouve une zone d'appui à fond parcheminé qui fait 2 par 2,5. Donc on a 3 points de ponction à berge parcheminée dans la loge sous-clavière droite. Au niveau de l'abdomen, on retrouve 3 cicatrices blanches anciennes évoquant une cœlioscopie. À la face antérieure du tiers inférieur de la cuisse gauche, on a une ecchymose jaunâtre de 1,5 cm de diamètre et une deuxième de 0,5 cm de diamètre. À la face intérieure du tiers inférieur de la cuisse droite, on a une ecchymose. Il faudra vérifier auprès des enquêteurs quel était le lien utilisé et s'assurer qu'il y avait bien plusieurs tours de réaliser. Mais sinon, l'aspect ascendant est tout à fait compatible avec le geste suicidaire. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Puisque là, vous parlez avec des mots de médecin légiste. Concrètement, en fait, comme il y a 3 sillons, il faut bien s'assurer que le lien utilisé était en plusieurs fois. Sinon, ça pourrait nous évoquer plusieurs tentatives différentes. Et là, on suspecterait plus l'intervention d'un tiers. Et là, ce n'est pas le cas au vu
Là, il y a plusieurs éléments qui évoquent bien quelque chose de suicidaire, notamment l'aspect qui remonte vers l'arrière, qui représente bien la pendaison. Mais il faut s'assurer auprès des enquêteurs quel était le lien utilisé et comment il était positionné pour s'assurer que ça correspond aux marques que je retrouve sur le corps. C'est sur les tentatives de suicide par pendaison, c'est vraiment tout l'enjeu. Le plus important, c'est l'analyse du sillon et s'assurer que c'est compatible avec les éléments de l'enquête. Alors, j'essaie de ne pas y penser en fait. Surtout les tranches d'âge, en effet. Quand je cerne que c'est à peu près ma tranche d'âge, je me dis il faut bloquer ces pensées-là. Après, dans mon parcours, j'ai bossé en psychiatrie, je sais ce que c'est que le mal-être et je comprends le passage à l'acte suicidaire. Donc, j'ai une certaine distance à partir de ça. Et en fait, c'est un peu la réalité de notre métier aussi, c'est qu'il y a plein de situations qui sont encore pires que celle-là. Et du coup, ça va. Je sais que ce soir, j'y repenserai pas en rentrant chez moi. Donc là, ça y est, le corps que vous venez d'examiner retourne au frais, au frigo, qui sont conservés à 4 degrés pour ralentir la dégradation du corps et qu'il soit préservé le plus possible quand on le rend à la famille. Oui, parce qu'il faut avoir ces corps-là, une fois qu'ils sont examinés, ils sont renvoyés à la famille. C'est une décision du magistrat. En fait, si nous on les examine, c'est qu'ils sont sous main de justice le temps de l'enquête. Et en fait, une fois qu'on fait notre rapport aux enquêteurs et aux magistrats, le magistrat décide ou non de lever l'obstacle médico-légal, et ce qui permet, quand c'est levé, de restituer le corps aux familles et que tout le processus des opérations funéraires puisse reprendre normalement. Très bien. Et donc là, on va réaliser une autopsie d'une personne qui a été découverte décédée dans un bois, je crois. Voilà, et au sujet de laquelle donc la justice s'interroge sur les causes et les circonstances de son décès. Ça fait combien de temps que le corps a été découvert ? Je crois que le corps a été découvert hier ou avant-hier. Voilà. Et à droite, donc, il y a la table où sont installés les gendarmes qui vont prendre des photos, faire les scellés. Et à gauche, donc, notre externe en médecine qui va nous aider sur la prise de notes pour qu'on ait tout dans le compte-rendu à la fin. Donc là, concrètement, vous allez pratiquer une incision sur le corps et essayer de prendre des prélèvements pour comprendre les causes de la mort. C'est ça. Et en gros, en fait, une autopsie, tout simplement, c'est une éviscération, en fait. Et effectivement, on va y associer des prélèvements, à la fois ADN pour rechercher l'intervention d'un tiers dans la survenue du décès et des prélèvements toxicologiques, éventuellement anatomopathologiques, pour retrouver la cause du décès. Alors, anatomopathologique, c'est qu'on va prélever en fait des organes ou des fragments d'organes qui vont ensuite être analysés par les médecins anapathes. Qui vont être... il y a une analyse macroscopique, donc l'organe dans son ensemble à l'œil nu, qui va éventuellement être découpé pour rechercher des zones, des éléments d'intérêt, et ensuite une analyse microscopique, donc au microscope, tout simplement. Là, on a fait une première incision et on souhaite accéder là au thorax et à l'abdomen, et donc on va ouvrir la cage thoracique avec un instrument qui s'appelle le costotome. Une grosse pince. Donc c'est une pince qui permet de couper les côtes. Ouais. C'est assez physique. Ah bah là on aspire parce qu'il y avait un petit peu de sang dans les vaisseaux là, et donc on aspire. Donc là on va ouvrir le crâne à la scie, donc si vous ne vous sentez pas bien,
obligé de rester. Voilà, donc c'est une scie oscillante, hein, donc elle coupe par vibration. Tu peux noter que le virus et les annexes sont en place. Donc là on a retiré la calotte crânienne, donc on arrive sur une membrane épaisse là qui est la dure-mère, donc c'est l'une des méninges. Il n'y a pas de saignement dans l'espace sous-dural, dans l'espace extradural. Il n'y a pas non plus d'hémorragie sous-arachnoïdienne. Et maintenant on va éviscérer l'encéphale. Le sang périph', on va voir. Vous avez pas pris de sang périph'? Un bout de rack. Un bout de cœur, pardon. Un fragment de cœur. Il y avait moyen de faire quelque chose. Donc c'est pareil, il est là. Oui. C'est une étiquette. Pareil, l'étiquette est numéro 63. Montrez-moi. Ou pas. Ou pas. Il me reste un peu de sang cardiaque dedans. Donc tous les organes qu'on n'a pas prélevés, on les rend au défunt. Est-ce que vous pouvez décrire ce que vous faites? Là, on a placé les organes dans un sac et on les replace dans la cavité. Hein. C'est toujours le principe de minimisation. On ne prend que ce dont on a strictement besoin. On va toujours à l'économie des prélèvements. Tout ce qui est nécessaire, mais rien que ce qui est nécessaire. Donc à l'examen externe, on n'a pas relevé de lésions suspectes de l'intervention d'un tiers, y compris sur le plan génito-anal. Mais on a quand même fait des prélèvements qui permettraient d'identifier un tiers par des empreintes génétiques. Et à l'autopsie en elle-même, il n'y a pas non plus de lésions traumatiques suspectes ou de lésions traumatiques qui expliqueraient le décès. Il n'y a pas d'état antérieur pathologique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de maladie préexistante qui expliquerait le décès ou qui aurait pu en favoriser la survenue. Donc là, en l'état actuel des choses, on peut établir que ce n'est pas une mort traumatique. En revanche, on ne peut pas préciser la cause exacte du décès, donc la suite des investigations va consister à exploiter les prélèvements toxicologiques et anatomopathologiques là, pour essayer de comprendre de quoi cette personne est décédée. Que va-t-il advenir de ce corps maintenant? Voilà, les enquêteurs qui sont là, ils vont rendre compte de nos observations au magistrat de permanence. Et le magistrat de permanence, compte tenu de ça, donnera ses instructions sur les suites de l'enquête. Et selon toute vraisemblance, comme les investigations sur le corps sont terminées, eh bien, il va donner l'autorisation de remise de corps à la famille. Et donc le corps va pouvoir, les opérations funéraires vont pouvoir avoir lieu. Est-ce que vous avez une distance par rapport à la mort et à ce que vous faites qui s'est agrandi avec le temps? C'est quoi votre rapport à la mort? Comment vous arrivez à mettre cette distance-là? J'imagine qu'elle est nécessaire et surtout comment elle a évolué. Alors la distance, elle est effectivement nécessaire pour nous, médecins légistes, mais également pour tout médecin. Le médecin, par essence, son métier le confronte à des situations difficiles, à de la douleur, à de la souffrance, à de la pénibilité. Donc ça peut générer, chez ceux qui exercent ce métier, des émotions. Comme pour toute autre spécialité médicale, et je dirais même comme pour tout autre métier, il faut prendre garde à ces émotions. Il ne faut pas que les émotions interfèrent dans les réponses, les avis que l'on nous demande de donner. Et puis, il y a les cas dans lesquels on est rattrapé par ses propres émotions. Donc ça doit arriver le moins possible.
Mais lorsque ça arrive, eh bien, il faut savoir l'identifier et à ce moment-là, se déporter et passer la main à un confrère qui... Déjà arrivé ? Alors à titre personnel, ça ne m'est jamais arrivé, mais ça pourrait tout à fait... je n'en tire aucune gloire particulière ou aucun mérite particulier. Ça pourrait tout à fait arriver et il faut être parfaitement conscient de ses limites. Et donc savoir le jour où on estime que la charge émotionnelle d'une situation, pour une raison ou pour une autre, prend le pas sur une attitude strictement professionnelle, alors se déporter, passer la main à un collègue. Comment vous comprenez-vous que le grand public soit presque fasciné, on en parlait tout à l'heure, vous n'avez pas ce mot de fascination, par votre métier ? Qu'est-ce qu'il en retient ? Qu'est-ce qu'il imagine ? Qu'est-ce qu'il fantasme ? Et qu'est-ce que vous pouvez projeter dans leur imaginaire à eux ? C'est eux qu'il faudra interviewer. Je suis peut-être le moins bien placé. Après, je comprends qu'il y ait dans la pratique de la médecine légale ou dans l'idée que l'on s'en fait, et notamment le travail auprès des cadavres, il y a une dimension exceptionnelle au sens premier du terme, au sens statistique du terme. Peu de gens font ce travail. Et que je conçois bien que ça suscite une curiosité. Voilà. Tant que c'est une curiosité, un attrait intellectuel ou une curiosité, je dirais, de bonne foi, c'est pas problématique. Là où ça pourrait devenir problématique, c'est si ça constituait effectivement une forme de fascination qui viendrait répondre à un intérêt pour le morbide ou que sais-je. Ce qui n'est pas du tout le quotidien des médecins légistes. Hein. Quand un médecin légiste doit examiner un cadavre ou faire une autopsie, son premier souci, c'est d'apporter une réponse de qualité à l'officier de police judiciaire ou au magistrat qui l'a désigné. Et donc, quand on fait une autopsie, quand on examine un cadavre, on est tout entier concentré sur son travail de médecin pour faire un diagnostic médico-légal qui soit le plus précis possible. Est-ce que votre profession déteint dans votre vie personnelle ? Autrement dit, est-ce que vous arrivez parfois à vous émouvoir devant des films, à pleurer devant une série ou à trouver un livre particulièrement joli et bien écrit ? Ah mais bien évidemment. Bien évidemment. Alors, il y a juste mes proches n'aiment pas regarder des films policiers ou des séries policières avec moi quand il y a des interventions de médecins légistes, parce qu'en général, je soupire quand je vois que c'est pas conforme à la réalité. Mais en dehors de ça, oui, je suis un grand amateur de polar quand ils sont bien écrits, mais c'est pas la partie médico-légale qui m'intéresse le plus. Donc vous avez encore cette sensibilité-là, quoi. Vous pouvez... Bien sûr. Ça ne vous a pas complètement déshumanisé ? Absolument pas. Enfin, j'espère en tout cas, mais j'en ai pas le sentiment. Vous venez d'écouter Les gens du coin, une série d'actu.fr. Toutes les semaines, je vous emmène partout en France pour découvrir les témoignages de célèbres inconnus. Vous pouvez noter le podcast, vous abonner, voire le partager. Vous êtes de plus en plus nombreux à le suivre, donc je vous en remercie. Je tenais aussi à remercier Renaud Bouvet pour son accueil, ainsi qu'à toute son unité. Nous, on se dit à jeudi prochain.